Lorsque l'on entend parler de la Côte d'Azur, on imagine tout de suite ses plages paradisiaques, son terroir réputé et sa culture unique en son genre. En bref, tout ce qui fait de la Méditerranée une destination ultra prisée des touristes français et étrangers. À quelques kilomètres de Cannes se situe le superbe village médiéval de Mougins, lui aussi très réputé, non seulement pour son décor, mais aussi pour sa gastronomie et son art de vivre. C'est ici qu'une scène peu banale va se jouer au beau milieu de l'été 2004. Un rendez-vous secret a été fixé par une mystérieuse femme dans l'église de la commune, et pas avec n'importe qui, la brigade criminelle de Nice. 2 agents en uniforme passent la porte en bois de l'édifice religieux à la recherche de la cinquantenaire qui leur a affirmé par téléphone avoir de lourdes révélations à leur faire. Elle justifie le lieu de la rencontre, pour le moins inhabituel, en expliquant que selon elle, le simple fait de leur parler menacerait sa vie au point qu'elle ne se sent en sécurité nulle part ailleurs. Voici donc les 2 agents de la police judiciaire entrant dans l'église afin de recueillir une déposition. Et s'il s'agissait d'un canular, il y a toujours des petits malins qui essayent de porter l'attention sur eux. C'est un peu la maladie des influenceurs. Mais visiblement, pas dans ce cas, car ils sont attendus de pied ferme par la femme qui les a alertés, Nicole Rossi. Les agents se présentent sans réellement savoir à quoi rime toute cette mise en scène. Ils ne vont pas être déçus. Nicole s'apprête en effet à leur avouer que l'homme avec qui elle partage sa vie depuis près de 20 ans et à qui tout le monde donnerait le bon Dieu sans confession n'est rien de moins qu'un tueur en série, qui se serait même livré à d'odieux actes de cannibalisme. Les enquêteurs de la brigade criminelle sont prêts à écouter patiemment toutes les confessions que s'apprête à leur livrer Nicole Rossi. Meurtre après meurtre, détail après détail, ils sont abasourdis. Car selon ses dires, son compagnon, un dénommé Michel Lambin, berger discret et tranquille vivant sur la commune de Cossol, aurait assassiné et enterré un jeune homme il n'y a pas une semaine de cela. D'ailleurs, ce serait loin d'être son premier crime, puisqu'il aurait déjà au moins 10 meurtres à son actif, ce qui le placerait directement dans la liste terrifiante des tueurs en série français les plus prolifiques. D'ailleurs, Nicole Rossi livre certains détails si sordides que les policiers sont obligés de se questionner sur son état mental. Cette femme a-t-elle toute sa raison ? Elle leur raconte tout de même qu'elle aurait vu, entre autres, une tête être cuisinée dans une cocotte minute. Les policiers ont d'abord pris très au sérieux les paroles de la dame, mais vraiment, ce qu'elle décrit est si horrible que cela ne peut pas être la réalité. Il aurait d'ailleurs certainement mieux valu que Nicole Rossi soit prise d'une paranoïa délirante et qu'elle soit en train de raconter n'importe quoi aux enquêteurs. Car, dans le cas contraire, cela voudrait dire qu'un tueur en série hors norme sévit depuis des années en France. Et surtout que la police française n'en a jamais entendu parler jusque-là, ce qui serait un terrible aveu de faiblesse de la part des autorités. Si quelqu'un peut tuer et manger des gens sans avoir les forces de l'ordre aux fesses, c'est un message encourageant pour les apprentis tueurs. Sur les dires de Nicole, les agents n'ont toutefois d'autre choix que de rouvrir une dizaine d'affaires non résolues et procéder à chaque fois à de minutieuses enquêtes. Même si, au moment où la compagne de Michel Lambin fait sa déposition, la plupart des faits sont proscrits, car ils auraient eu lieu dans les années 80. Pour autant, les enquêteurs ont besoin de savoir à qui ils ont affaire, et surtout de vérifier si les allégations de Nicole Rossi sont fausses, ou si le chemin qui mène à Michel Lambin est réellement jonché de cadavres. Car l'homme contre qui Nicole Rossi porte de si lourdes accusations, celui avec qui elle vit depuis des dizaines d'années, n'est pas un inconnu dans la région. C'est le berger de Cossol, l'homme discret et sans histoire qui vit dans sa bergerie reculée sur les hauteurs. Son élevage de chèvres lui permet de vendre des fromages très appréciés par les restaurateurs de la région, et par les touristes qui passent toujours lui en acheter également. Michel Lambin est même aperçu dans un reportage télévisé consacré au restaurant de Mougins. Du haut de sa carrure, qui peut d'abord lui donner un air un peu rustre, on le découvre amical et chaleureux. En apparence, rien ne le rapproche du monstre impitoyable décrit par Nicole. Délire, vengeance d'une compagne faite cocu,
ou vérité? Il n'y a pas d'autre moyen de savoir qu'en s'activant. De retour dans leurs locaux, les enquêteurs mènent tout de même leurs recherches pour savoir si certains noms des victimes avancés par Nicole Rossi pourraient correspondre à de vieilles affaires non élucidées. C'est alors que force est de constater que beaucoup d'éléments confirment les dires de la compagne de Michel Lambin. Des disparitions étranges, des affaires classées qui n'ont pour dénominateur commun qu'un seul et même homme, Michel Lambin. Si le coupable ne peut plus être poursuivi dans ces affaires, il en est tout autre pour le dernier crime qui s'est déroulé, lui, quelques jours seulement avant que Nicole Rossi ne donne rendez-vous à la police. Sur les bancs de l'église de Mougins, elle a en effet confié que Michel Lambin vient encore de tuer et que le cadavre est enterré au sein même de leur propriété. Les policiers se rendent donc directement sur place, à la bergerie, en septembre 2005. L'objectif est de trouver le fameux corps dont parle Nicole, sans quoi il restera difficile d'aller plus loin dans l'enquête, ce dernier crime étant le seul pour lequel Michel Lambin pourrait effectivement être appréhendé. La femme guide les policiers à travers l'immense terrain boisé par endroits. Le lieu pourrait être superbe s'il n'y avait pas toutes ces épaves de voitures et ces déchets éparpillés un peu partout. Malheureusement, la bergerie ressemble davantage à une décharge, ce qui pourrait nettement compliquer la tâche des forces de l'ordre qui doivent de toute façon fouiller les lieux de fond en comble. Mais pour l'heure, c'est la recherche du corps qui prime. Nicole Rossi désigne un amas de terre fraîchement retourné à l'écart de la maison, près de quelques arbres. « C'est là », dit-elle. Les policiers se mettent à creuser. Au bout de seulement quelques minutes, ils exhument effectivement des restes humains. Un cadavre en très mauvais état, amputé des 2 pieds. Malheureusement, les affirmations de Nicole Rossi sont donc confirmées, et Michel Lambin est aussitôt interpellé. Face à cette découverte macabre, les policiers entreprennent de fouiller la maison du couple. Ils mettent alors la main sur un véritable arsenal de guerre composé de nombreux couteaux ainsi qu'un nombre impressionnant d'armes à feu, telles que des fusils mitrailleurs, des fusils à pompe et des armes de poing. Quel genre de berger cache un tel stock d'armes et enterre des cadavres sur son terrain? C'est ce que les enquêteurs vont chercher à comprendre en entendant de nouveau Nicole Rossi, qui s'apprête à leur raconter toute l'histoire du meurtrier avec qui elle vit. Né en 1950, dans la banlieue parisienne, Michel Lambin est le premier enfant d'une fratrie de 8 frères et sœurs. Tous les 2 ouvriers, les parents Lambin se démènent pour apporter le nécessaire à leurs enfants et leur donner un minimum d'éducation. Mais Michel est l'enfant chouchou de sa mère, qui ne le réprimande jamais lorsqu'il fait quelque chose de mal, et qui lui passe absolument tout, sous prétexte que son fiston chéri est le plus merveilleux de tous les enfants. Un enfant pourtant doté d'un très fort caractère, et qui se rebelle face à toute forme d'autorité. Notamment à l'école, où ses professeurs remarquent tout de suite que c'est un élève qui exerce une très mauvaise influence sur les autres. L'un de ses professeurs dira même de lui qu'il met son intelligence au service du mal, le genre de remarque qui fait un peu froid dans le dos à un si jeune âge, et qui aurait pensé que, plusieurs décennies plus tard, il n'aurait pas pu viser aussi juste. Comme souvent, malheureusement, l'adolescence n'arrange pas les choses. Bagarreur, insolent, voleur de voitures, Michel Lambin fait de nombreux allers-retours en prison dès l'âge de 17 ans pour détention d'armes à feu prohibées et divers vols, semblant ainsi se diriger tout droit vers une vie de malfrat. D'ailleurs, sa scolarité est un échec total, et les seuls petits boulots qu'il a réussi à dénicher se soldent tous très vite par un licenciement. Comme s'il ne savait rien faire d'autre, Michel Lambin passe son temps à voler ses patrons et à terroriser ses collègues en n'hésitant pas à se montrer extrêmement brutal. Pourtant, retournement de situation à 18 ans tout juste. Il rencontre l'amour et se marie. Michel Lambin devient le père de 3 petites filles avec qui il montre alors un tout autre visage, doux et affectueux. Mais alors que la naissance de ses filles semblait l'avoir définitivement changé et installé dans une vie plus paisible, quelque temps plus tard, Michel Lambin revient fatalement à ses premiers amours. Il renoue avec le crime. C'est un braquage qu'il décide d'organiser le 3 mars 1977 dans le 18e arrondissement de Paris.
Michel, qui connaît parfaitement les lieux et les habitudes des salariés, réussit son coup avec brio et repart en possession d'un butin de 250 000 francs. Et pour l'époque, c'est un véritable pactole. Cela représente environ 170 000 € aujourd'hui. Mais il a seulement oublié un petit détail lors de ce braquage d'apparence lumineux. Il est connu de tous ses anciens collègues. Comme si cela ne suffisait pas, en plus, le braqueur amateur utilise son propre véhicule lors de son méfait. La police met évidemment très vite la main sur lui grâce aux très nombreux témoins qui le désignent catégoriquement comme étant l'auteur de cette attaque. Les recoupements sont faits à une vitesse faramineuse et l'enquête remonte jusqu'à lui en un éclair. En conséquence, Michel Lambin écope de sa première grosse condamnation, 7 ans de prison ferme. C'est justement cette arrestation qui va tout changer et marquer un terrible tournant dans son histoire. Car bientôt, le malfrat va passer de braqueur à meurtrier. Sur les 7 ans de prison prononcés le jour de sa condamnation, Michel Lambin n'en purgera que 4. Le système de remise de peine français étant passé par là. Et parfois, je me demande si la justice française ne perçoit pas la France comme une sorte de grande arène, dans laquelle elle envoie régulièrement des prédateurs violents pour savoir quel Français sera le dernier survivant. On s'écarte un peu du sujet. Michel Lambin a donc perdu quelques années en prison, qu'il a hâte de rattraper en sortant le soir dans des bars et en renouant avec ses anciennes mauvaises fréquentations. Au lieu de passer du temps auprès de sa famille, de qui ses mauvais choix l'ont privé pendant un temps, Michel Lambin commence à multiplier les escapades extra-conjugales et se désintéresse de plus en plus de ses enfants. C'est dans ce contexte qu'il fait la rencontre d'une jeune femme de 28 ans dans un bar de Mougins, Nicole Rossi. À cette époque, Michel Lambin a 33 ans, un air de mauvais garçon qui plaît aux filles et qui attire fatalement la jolie brune extravagante. La description que je viens de donner est presque mot pour mot celle que j'avais faite dans la vidéo sur Xavier Dupont de Ligonnès, à propos de Xavier Dupont de Ligonnès. Cela semble donc être un bon conseil que d'éviter les mauvais garçons. La relation qui débute entre Michel et Nicole est passionnelle, au point que les deux amants ne se quittent plus. De son côté, usé et blessé par ses tromperies à répétition, autant que par la vie de hors-la-loi que son mari a décidé de mener, la femme de Michel Lambin obtient le divorce ainsi que la garde de leurs 3 filles. De toute façon, le brigand n'a déjà plus qu'un nom en tête, celui de Nicole Rossi, cette brune incendiaire qui l'obsède et qu'il rêve de n'avoir rien que pour lui. Seulement, Nicole aime faire la fête et prévient Michel Lambin qu'elle souhaite rester libre et fréquenter d'autres hommes. Dans son appartement, d'ailleurs, elle a l'habitude de recevoir de nombreux amis, mais aussi des visiteurs masculins avec qui elle partage quelques nuits sans lendemain. Parmi eux, un certain Michel Tasselli, un malfrat accro à l'héroïne. Alors pourquoi n'est-il pas en prison ? Sûrement encore un coup des juges qui joue à Hunger Games en France. Au mois de janvier 1983, Michel Lambin rend visite à Nicole dans son petit appartement. Manque de chance, Michel Tasselli est déjà là, et bien installé sur le canapé 2 places de la jolie brune. Les deux hommes se toisent, se défient du regard dans une atmosphère chargée de testostérone. Michel Tasselli, qui est tout de même un fils de bonne famille, se permet d'envoyer une petite pique à Michel Lambin au sujet de sa tenue. Contrairement à lui, qui aime s'apprêter et se pavaner en costume 3 pièces, il est vrai que Michel Lambin fait un peu tâche. L'homme ne prend pas spécialement soin de ses vêtements, sort débraillé et avec des jeans usés et des t-shirts troués. Ce qui lui vaut d'être gentiment traité de zonard par son rival. Michel Lambin ne réagit pas devant Nicole Rossi, mais cela ne rend pas moins l'humiliation insupportable. Il ne compte pas en rester là, bien au contraire. Michel Lambin vient de se faire humilier devant la femme pour qui il a un véritable coup de foudre. Pire, c'est un toxicomane que Nicole fréquente qui ose lui manquer de respect ainsi. Alors, Michel n'agit pas tout de suite. Il prend son mal en patience. Et croyez-moi, cela lui fait mal de se faire traiter de zonard. Quelques jours plus tard, il apprend que Michel Tasselli fête son anniversaire chez Nicole. Pour Michel Lambin, qui rumine son humiliation depuis sa première rencontre avec Tasselli, il est hors de question d'attendre plus longtemps. Il attend patiemment que son rival termine la soirée et regagne son véhicule, tapi dans l'ombre de la ruelle mal éclairée qui longe l'immeuble de Nicole.
Dès que Tasselli s'installe dans sa voiture, Michel Lambin sort de sa cachette. Il se dirige vers la voiture encore silencieuse, arme au poing, se présente du côté de la vitre du conducteur et lui tire froidement 2 balles dans la tête. Michel Tasselli meurt sur le coup. Michel Lambin pourrait choisir de s'enfuir, mais son orgueil le pousse à aller frapper à la porte de Nicole Rossi 1 heure après son crime, soit aux alentours de 2 heures du matin, pour lui annoncer une nouvelle importante et dont il n'est pas peu fier. J'ai tué Tasselli. Ah, Nicole vient de passer la soirée à faire la fête et a déjà du mal à comprendre ce que Michel Lambin vient faire à sa porte à une heure aussi avancée. Mais en plus de cela, il lui apprend le plus simplement du monde et le plus froidement qu'il vient d'assassiner son ami. La jeune femme ne sait pas trop quoi dire. On conclut que l'alcool qui coule dans ses veines lui fait perdre la tête et retourne directement se coucher. Pourtant, Michel Tasselli est réellement décédé ce soir-là. Lorsque son corps est retrouvé sans vie dans sa voiture le lendemain, Nicole est bien obligée d'admettre que ce que son nouvel amant lui a avoué dans la nuit est la pure vérité. Malheureusement, la peur que lui inspire désormais Michel Lambin l'empêche de se confier aux policiers qui viennent l'interroger dans le cadre de l'enquête. Nicole Rossi garde le silence, sans prendre conscience, peut-être, des conséquences dramatiques qui découleront de ce choix. Faute de pistes et de témoignages, le meurtre de Michel Tasselli est classé sans suite. Et son assassin va très vite recommencer à tuer. Car s'il y a une chose en particulier que Michel Lambin a toujours eu du mal à digérer, ce sont les 4 ans de prison qu'il a dû purger suite au braquage de son ancienne entreprise quelques années auparavant. Lambin a pris goût au meurtre et à la vengeance. En parlant de vengeance, il y a bien un autre nom qui lui trotte dans la tête depuis maintenant quelques mois. Et c'est celui de son ex-beau-frère, Kamel Gendouzi, que tout le monde surnomme Marcel. J'anticipe vos commentaires et je ne sais pas pourquoi il est surnommé Marcel. Michel Lambin devient peu à peu paranoïaque. Plus il y pense, plus il en est sûr. C'est son ex-beau-frère qui l'a dénoncé pour cette affaire de braquage et c'est donc lui qui est à l'origine de sa condamnation. Marcel est une balance, comme on dit dans le milieu. Un acte impardonnable pour lequel le pauvre homme est déjà condamné. Lambin ne possède absolument aucune preuve, c'est uniquement dans sa tête. Et s'il avait réfléchi un tant soit peu, il aurait fait le lien entre son braquage et ses anciens collègues. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est fait condamner. Mais il n'y a rien à faire. Pour lui, c'est Marcel la balance. L'exécution va avoir lieu le 17 juillet 1983, 6 mois après l'assassinat de Michel Tasselli. En cette belle journée d'été, Michel Lambin, accompagné de Nicole Rossi, organise un déjeuner de famille à Bobigny avec Marcel. L'homme est un père de famille exemplaire et très proche de ses 2 filles qui sont présentes lors de ce fameux repas. Tout comme Michel Lambin, il est arrivé à Marcel de tremper dans quelques affaires un peu louches pour se faire quelques billets. Les 2 hommes ont d'ailleurs déjà commis un petit nombre de larcins et notamment des vols ensemble. C'est donc de ce prétexte que va se servir Michel Lambin afin de piéger Marcel. Au cours du repas, discrètement, il promet à Marcel qu'il y a un coup sans risque et facile à se faire. Il a connaissance de quelques armes à feu bien cachées dans la campagne de Meaux, en Seine-et-Marne, que les 2 hommes pourraient récupérer et revendre facilement. Confiant et opportuniste, Marcel accepte d'accompagner Michel et Nicole jusqu'à l'endroit où les pistolets seraient supposés se trouver. Tous 3 partent en voiture après le repas, s'enfonçant en pleine campagne jusqu'à un bâtiment abandonné sur un terrain défoncé. Marcel et Michel sortent de la voiture sans Nicole, qui a reçu l'instruction de les attendre sur place. C'est Marcel qui avance en premier vers le bâtiment, suivi par Michel Lambin, qui sort discrètement un pistolet de sa veste. Alors qu'ils sont hors du champ de vision de Nicole, un premier coup de feu claque. Marcel a reçu une première balle dans la jambe. Il s'effondre, se tourne vers son ex-beau-frère en se tordant de douleur et en le suppliant de ne pas aller au bout de son geste. Marcel, dans l'incompréhension la plus totale, ne songe à cet instant qu'à sauver sa vie et invoque le fait que sa femme est actuellement enceinte, mais surtout que Michel Lambin et lui font partie de la même famille. Mais Lambin, ce n'est pas le genre d'homme qui se laisse trahir impunément. Il abat son ex-beau-frère sans avoir la moindre preuve de sa culpabilité, en se fiant uniquement à son intime conviction. De retour à la voiture où l'attend Nicole, Michel Lambin lance fièrement qu'il a enfin tué Marcel.
Nicole, choquée et terrorisée, se contente encore une fois de se faire toute petite. Tout comme Michel Tasselli, Marcel est ainsi victime d'une véritable exécution. Pour ce second meurtre, cependant, Michel Lambin va aller bien plus loin sur l'échelle de l'horreur. Quelques jours plus tard, Nicole accompagne Michel Lambin, ainsi que d'autres amis à lui, dans un appartement parisien du 15e arrondissement, là où vit justement un autre de ses amis. Michel Lambin s'y présente avec un sac duquel se dégage une odeur putride. Dans ce sac se trouve la tête de Marcel que Michel et son groupe d'amis sont allés récupérer sur son cadavre. Avec une désinvolture terrible, Michel Lambin demande au propriétaire de l'appartement s'il n'aurait pas une cocotte minute dans l'un de ses placards. Ce à quoi on lui répond par l'affirmative. Vous le sentez que ça va dérailler, on le voit venir à des kilomètres. Michel Lambin place donc la tête de son ex-beau-frère et ami, Marcel, dans la cocotte minute avant de la cuisiner avec de l'ail et du persil, puis de la manger. La scène, que l'on dirait tout droit sortie d'un film d'horreur, se déroule en direct sous les yeux de Nicole. Et lorsqu'elle la raconte aux policiers, 20 ans plus tard, il est difficile pour eux de croire que tout cela a réellement pu se produire tel qu'elle l'affirme. Peut-être qu'elle enjolive la vérité pour rendre Michel Lambin plus diabolique qu'il ne l'est afin d'être sûr qu'il soit condamné. D'un autre côté, si ce qu'elle dit est vrai, on comprend que les complices de Michel Lambin, qui ont tout de même aidé celui-ci à découper la tête de Marcel, aient gardé le silence pendant toutes ces années. Mais pourquoi Nicole n'a-t-elle jamais dénoncé Michel Lambin après cet acte qui dépasse les frontières de l'horreur ? D'après elle, la terreur que lui inspirait son compagnon était beaucoup trop forte. Il faut dire qu'il a tué, décapité et mangé la tête d'une personne qu'il croyait être une balance auprès de la police. Alors imaginez ce qu'il aurait fait à une personne qu'il aurait vraiment dénoncée. Plus elle était témoin de ces actes de barbarie, plus elle craignait le sort que Michel Lambin lui réserverait si elle se confiait aux policiers, ou même si elle tentait de le quitter. Selon ses propres mots, Michel Lambin l'aurait menacé de tuer son frère et sa sœur si elle s'éloignait de lui, et de leur manger le foie, la cervelle et le cœur. Une menace que Nicole Rossi a toujours prise au sérieux, encore plus après avoir été témoin de l'acte de cannibalisme de l'appartement parisien. La jeune femme a donc fait le choix du silence afin de rester en vie et surtout de protéger sa famille. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs veulent vérifier la véracité de cette histoire glaçante, même si, une nouvelle fois, les faits sont prescrits. Ni Michel Lambin, ni Nicole Rossi ne peuvent être inquiétés pour quelque motif que ce soit dans cette affaire. Seulement, puisque 20 ans se sont déroulés depuis les faits, rien ne certifie que l'enquête puisse apporter la moindre réponse aux policiers. C'est pourtant le cas, car par miracle, on retrouve un témoin capital, l'ancien propriétaire de l'appartement parisien du 15e arrondissement où la tête a été cuisinée. Nicole Rossi, après avoir expliqué que Michel Lambin était un tueur en série, a ensuite détaillé qu'il était aussi un cannibale. Tous ces événements sont prescrits depuis le temps. N'ayant plus rien à craindre de la part de la justice, l'ancien propriétaire de l'appartement, retrouvé par les policiers, admet sans difficulté que Michel Lambin s'est bien rendu chez lui ce soir-là avec une tête décapitée dans un sac. Il confirme aussi avoir prêté sa cocotte minute à son ami afin qu'il y fasse cuire la tête avant de la manger. Les policiers n'ont à présent plus le moindre doute. C'est bien Michel Lambin qui a assassiné Marcel dans les années 80. Le père de famille dont la disparition n'avait jamais été résolue. C'est en fait une série de meurtres devenus des affaires non élucidées qui a eu lieu en 1983 et pour lesquels Michel n'a jamais été soupçonné. Jusqu'à ce que Nicole Rossi, en 2004, le désigne comme l'assassin. Une série de meurtres loin d'être terminée. Elle explique que, pendant qu'il purgeait sa peine de prison suite au braquage de son ancienne entreprise, Michel Lambin aimait jouer au poker avec d'autres détenus, en pariant de grosses sommes d'argent. Au fil du temps, il a fini par contracter une dette de 600 € envers deux de ses détenus, Christian Lepage et Jean-Jacques Villet. Au mois d'octobre 1983, les deux hommes ont déjà réintégré la société et repris une vie normale loin des barreaux de leur cellule. Ils ont purgé leur peine et chacun a trouvé un travail.
Christian Lepage tient un petit garage à Champigny-sur-Marne. Il est en train d'y travailler lorsque deux hommes masqués entrent dans la cour du local sur une moto rouge. L'un d'eux, assis sur l'arrière du deux roues, brandit une arme à feu et abat le garagiste de 3 balles dans la tête. La moto redémarre en trombe, les hommes s'enfuient à toute allure du lieu du crime qui s'apparente en tout point à une exécution. Et surtout, un règlement de compte. 2 jours plus tard, c'est au tour de Jean-Jacques Villet de connaître le même sort. Il est abattu par 2 hommes masqués à moto, alors qu'il change le pneu crevé de sa voiture. Ces 2 crimes ne seront jamais résolus, malgré plusieurs témoignages au sujet de la moto, retrouvée abandonnée dans un terrain vague, et malgré l'évocation du nom de Michel Lambin, mentionné à propos de cette dette d'argent de 600 €. C'est triste à dire, mais le fait est que les meurtres de 2 anciens voyous n'intéressent personne. C'est loin d'être une priorité pour les forces de police qui n'engagent pour ainsi dire aucun moyen dans la résolution de ces 2 affaires. Très vite, les dossiers sont abandonnés et relégués au rang de crimes non résolus. C'est justement grâce au fait que tous ces crimes soient associés à des règlements de compte entre malfrats que Michel Lambin peut tuer aussi impunément. Mais au cours de l'hiver 1984, un 6e meurtre va changer la donne. Ce 6 janvier 1984, Christian Salmon, un VRP habitant Villiers-sur-Marne, rentre chez lui après une journée de travail harassante. Il y a quelque temps de cela, Christian Salmon est tombé fou amoureux d'une jeune femme qui, partageant ses sentiments, a décidé de s'engager dans une relation sérieuse et de s'installer chez lui. Oui, mais voilà, la compagne de Christian Salmon a eu bien d'autres aventures avant lui, notamment avec un certain Michel Lambin, de qui elle était la maîtresse lorsque ce dernier était encore marié. À cette époque, alors qu'il multipliait les relations adultères, Michel Lambin a dû faire face à ce que certains appelleraient le karma, car sa maîtresse, ayant eu un coup de foudre pour le VRP, l'a quitté à son tour. Malgré le temps qui s'est écoulé depuis cet épisode, qui a mis à mal son orgueil, Michel Lambin n'a jamais oublié l'affront que Christian Salmon lui a fait subir. Et ce soir de janvier, il est venu lui faire payer. Michel Lambin, c'est un mec en mission pour laver son honneur de la moindre humiliation. C'est un danger public. À 19h, alors que Christian Salmon s'approche de sa porte d'entrée, une voiture s'avance à sa hauteur. 2 coups de feu sont tirés. L'homme s'écroule au sol. Par chance, cependant, il survit juste assez longtemps pour parler aux ambulanciers qui le prennent en charge et leur souffle le nom de son meurtrier juste avant de décéder quelques minutes plus tard. Michel Lambin. Contrairement à ses autres crimes, Michel Lambin est donc tout de suite positionné en haut de la liste des suspects. Surtout, c'est un homme sans histoire qu'il vient d'exécuter. Un honnête citoyen qui n'a eu pour erreur que de tomber amoureux d'une ancienne conquête de Lambin. Ceci signifie que l'assassin ne s'en prend pas juste à d'anciens malfrats, mais à n'importe qui parmi la population. Même s'il est malheureux de constater que la vie humaine n'a parfois pas toujours la même valeur aux yeux de la justice, ce dernier homicide permet au moins de confondre Michel Lambin, qui ne peut nier l'accusation directement portée par sa victime juste avant sa mort. Les enquêteurs ne s'appuient d'ailleurs pas uniquement sur cette dénonciation pour incriminer Lambin, mais aussi sur d'autres témoignages qui affirment que l'homme avait juré de tuer Christian Salmon, ce qui est suffisant pour qu'il soit placé en détention provisoire jusqu'à son procès qui a lieu en juin 1986. Alors qu'il a déjà commis plusieurs crimes, la cour d'assises de Créteil s'apprête à juger Michel Lambin pour le seul meurtre de Christian Salmon. Il encourt tout de même une lourde peine de prison pour ce meurtre avec préméditation. C'est la raison pour laquelle il choisit l'un des meilleurs avocats de l'époque pour sa défense. Pendant son procès, Michel Lambin se montre agréable et sympathique, loin de l'image du tueur sanguinaire à tendance cannibale que Nicole lui connaît dans l'ombre. Tandis qu'il est interrogé à la barre, il brandit soudain un ticket de caisse comme par magie. Sa ligne de défense est simple. Il ne pouvait pas se trouver sur les lieux du crime à l'heure où Christian Salmon a été tué, alors qu'il était précisément en train de faire ses achats ailleurs. Bien sûr, ce ticket de caisse peut être falsifié, ou peut-être qu'on lui a donné. Et dans les années 80, les centres commerciaux ainsi que les rues n'étaient pas équipés de caméras comme c'est le cas aujourd'hui, ce qui rendait impossible l'exploitation d'images de vidéosurveillance, qui auraient pu confirmer ou infirmer cet alibi.
Mais la simple existence de ce ticket de caisse suffit à instiller ainsi le doute dans l'esprit des jurés et profite à Michel Lambin et à son avocat qui utilisent cette zone floue pour obtenir un acquittement. Alors, il est acquitté parce qu'on doute que ce soit lui le tueur, pas parce qu'on sait qu'il est innocent. C'est une grande différence. Ainsi, après 2 ans et demi de détention provisoire, Michel Lambin est libéré et lavé de tout soupçon concernant le meurtre de Christian Salmon, qu'il l'avait pourtant désigné. Les 3 filles de Lambin, qui elles croient fermement en sa culpabilité, décident au même moment de renier leur père. Michel Lambin est libre, mais se retrouve seul, sans attache, et ne parvient plus à trouver du travail en région parisienne. Il sait aussi qu'il est temps de se faire discret, car il s'en est fallu de peu pour qu'il retourne derrière les barreaux. Il tente donc, dans un premier temps, de refaire sa vie en Suisse, mais ne parvient pas à s'y établir. Nicole Rossi, elle, habite toujours dans le sud de la France. Un point d'ancrage parfait pour celui qui a déjà une si grande emprise sur elle. Le voilà donc installé chez elle, sous le soleil de la Côte d'Azur, à Mougins. Le petit village semble être le lieu idéal pour repartir de zéro. D'autant qu'il vient d'obtenir un poste dans une maison de retraite grâce à Nicole. Jusqu'en 2001, tout semble se passer pour le mieux. Investi dans sa nouvelle vie, Michel Lambin est adoré par les pensionnaires de la maison de retraite et encensé par ses collègues. Il se plaît ici, au point d'acheter un grand terrain en pleine nature avec Nicole, sur les collines de Cossol. Là, il fait construire un immense bâtiment qui lui permettra d'élever une centaine de chèvres. La bergerie du Bayou vient de voir le jour. La nouvelle vie du berger de Cossol n'a plus rien à voir avec celle qu'il menait en région parisienne. Il s'occupe de ses bêtes et vend son fromage sans faire parler de lui. Sa passion pour les armes à feu est toujours présente, mais il se contente d'abattre des chevreuils et des cerfs qu'il dépaisse sur sa propriété. Plus de meurtres donc, a priori, pour celui, selon les propres termes de Nicole, qui tuait comme vous vous brossez les dents. Mais Michel Lambin, qui a fréquenté si étroitement le milieu du grand banditisme pendant tant d'années, a-t-il réellement tourné le dos à son passé violent ? C'est ce que tout le monde pense, ses filles compris, sans se douter que de nouveaux meurtres atroces vont avoir lieu à la bergerie. Michel Lambin est heureux, après avoir eu chaud lors d'un procès dont il aura réussi à échapper à une condamnation grâce à un tour de passe-passe. À présent, il possède un grand terrain sur lequel il élève des chèvres. Il semble que le tueur en série cannibale soit en pleine rédemption. Les chèvres ne sont d'ailleurs pas les seuls à arpenter le domaine privé que Lambin appelle le Bayou. Il y a aussi de nombreux chasseurs de passage, avec lesquels le berger de Cossol n'entretient pas vraiment de bonnes relations. Il s'est plaint de nombreuses fois des tirs ratés de ces derniers, à qui il arrivait souvent d'abattre des chèvres qu'il confondait avec des chevreuils. Il faut dire que les chasseurs ont la réputation d'avoir la fâcheuse habitude de consommer de l'alcool avant de partir en chasse, ce qui expliquerait les balles perdues. Et si vous êtes chasseur, je suis désolé mais ce n'est pas moi qui suis derrière votre réputation. C'est d'ailleurs à cette occasion que les équipes de tournage de France 3 se déplacent à la bergerie du Cossol, afin que Michel Lambin puisse témoigner devant les caméras des pertes financières engendrées par les chasseurs et exprimer sa colère comme le ferait n'importe quel agriculteur dans cette situation. C'est incroyable et pourtant vrai. Lorsque le berger, inquiet pour ses bêtes, répond aux questions du journaliste de la chaîne, c'est en réalité un homme qui a déjà tué au moins 5 victimes par le passé. Le reportage de France 3, sans le savoir, est également celui d'un tueur en série. Mais aux chèvres et aux chasseurs s'ajoutent aussi d'autres visiteurs un peu plus discrets cette fois-ci. Et pour cause, il s'agit de détenus en cavale que connaît bien Michel Lambin. C'est justement pour leur offrir un refuge à l'abri des regards qu'il a fait installer plusieurs caravanes sur sa propriété. C'est dans cette planque que vont se rendre 3 détenus de la prison de Draguignan au printemps 2001, après une évasion spectaculaire en hélicoptère. Les 3 évadés, un certain Jean-Félix Leca, Abdelhamid Kamous et Émile Fornassari, avaient réfléchi bien en amont au lieu qui pourrait leur servir de planque après leur coup d'éclat. Nul doute que ces anciens amis de Michel Lambin n'ont pas eu à attendre bien longtemps avant de se voir offrir le gîte à la bergerie.
Une opportunité en or, car le lieu est à l'écart de la ville, retiré dans les montagnes et mis à la disposition de tous les voyous de passage. Un Airbnb du crime. Afin de justifier la venue de ces inconnus auprès de Nicole Rossi, sa compagne qui vit aussi à la bergerie, Michel Lambin indique qu'il s'agit de 3 détenus ayant purgé leur peine de prison, mais qui n'ont pas encore réussi à se réintégrer à la société, et qu'il les aide gracieusement en attendant que leur situation se stabilise. Nicole ne remet pas cette explication en cause, même si on peut se demander pourquoi Michel Lambin prend la peine d'inventer ce mensonge alors qu'elle a déjà été témoin d'actes bien plus atroces et répréhensibles que celui d'héberger des criminels. Jean-Félix Lecas, Abdelhamid Camous et Émile Fornassari prennent donc possession des caravanes laissées à leur disposition, tandis que toutes les forces de police sont lancées à leur trousse. En contrepartie de cette aide généreuse, ils aident Michel Lambin à s'occuper des bêtes et de la bergerie. La cohabitation, censée durer jusqu'à ce que les recherches se tassent un peu, est plutôt une réussite. Abdelhamid Camous finit par fuir en Tunisie, et Émile Fornassari repart de son côté après quelques mois. Ne reste que le dernier des 3 évadés, Jean-Félix Lecas, qui se volatilise soudainement au cours du printemps 2001. A-t-il fini par quitter la bergerie lui aussi ? A-t-il décidé de fuir à l'étranger grâce à l'aide d'autres connaissances du milieu ? Ou bien, un différend aurait-il pu éclater entre lui et le propriétaire des lieux, Michel Lambin, qui l'aurait donc cuisiné ? La seule à avoir la réponse est encore et toujours Nicole Rossi. En 2004, lorsqu'elle livre son récit aux enquêteurs de la police judiciaire de Nice, elle lève enfin le voile sur la disparition de Jean-Félix Lecas, que Michel Lambin aurait assassiné au beau milieu de la nuit, en tirant plusieurs coups de feu à travers la cloison de la caravane. Les analyses balistiques menées sur la caravane après les révélations de Nicole confirment cette version des faits. 3 impacts de balles de gros calibre sont retrouvés. Et leur position indique qu'ils ont été tirés sur quelqu'un qui se tenait allongé sur la banquette à l'intérieur. Après son crime, Michel Lambin découpe le corps de Jean-Félix Lecas à la scie. Puis il coupe plusieurs arbres sur son terrain afin de faire un grand feu et de brûler les morceaux de corps pour, dit-il à Nicole, le purifier comme le font les hindous. Une nouvelle fois, des fouilles menées grâce aux affirmations de Nicole mettent à jour des preuves irréfutables. Des restes d'ossements humains sciés et carbonisés, mais sur lesquels on ne retrouve malheureusement aucune trace d'ADN exploitable. Une question se pose à présent. Pour quelle raison Michel Lambin a-t-il, tout à coup, décidé d'exécuter Jean-Félix Lecas ? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à l'un des meurtres les plus barbares commis par le berger de Cossol juste avant celui-ci. À cette période, un jeune homme du nom de Farid Errajdi cherche lui aussi à se soustraire à la police française. Il ne s'est pas évadé de prison, contrairement à Jean-Félix Lecas et ses complices, mais à 23 ans, c'est un délinquant qui est loin d'être inconnu des services de police et qui est activement recherché par celle-ci. Justement, Farid vient de réaliser un gros coup et se retrouve avec une très grosse somme d'argent qu'il doit absolument blanchir. Il voudrait investir dans l'achat d'un restaurant afin de s'assurer un avenir stable, mais blanchir de l'argent ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut savoir à qui s'adresser. Le mieux serait encore que quelqu'un d'expérimenté puisse le conseiller, l'épauler. C'est donc tout naturellement qu'il se tourne vers Michel Lambin, un nom connu dans le milieu du grand banditisme, et qui pourrait même lui assurer un refuge. Le berger de Cossol accepte d'offrir un toit à Farid à la bergerie du Bayou. Lorsque le jeune homme se confie à lui à propos de son butin, il lui promet aussi, bien évidemment, de l'aider à le blanchir. Farid Errajdi ainsi que Jean-Félix Lecas cohabitent donc sur le même terrain pendant quelques temps. Pour Farid, la bergerie s'avère être un refuge inespéré, car la police ne soupçonne pas l'espace d'un instant l'existence de ce véritable vivier de criminels dans les montagnes de Cossol. Mais surtout, grâce à cette main tendue, il commence à voir en Michel Lambin le père qu'il n'a jamais eu. Sa naïveté et ses espoirs vont malheureusement être la cause de sa mort. Michel Lambin n'a en effet d'intérêt que pour 2 choses, son orgueil et l'argent. Un trésor, justement, qu'il pourrait dérober à Farid Errajdi sans la moindre difficulté, à présent qu'il en a connaissance.
Dans un coin de la bergerie, à l'endroit où il débite habituellement les chevreuils qu'il abat, un matin, Michel Lambin attire Farid Erajdi pour une raison quelconque et lui tire froidement une balle dans la nuque. Selon le témoignage qu'elle donnera 3 ans plus tard, Nicole explique qu'à ce moment-là, elle se rend justement dans cette partie reculée de la bergerie et tombe sur son compagnon affairé sur quelque chose. À ses pieds se trouvent 2 seaux d'eau ensanglantés dans lesquels trempent les vêtements de Farid. C'est là qu'elle aperçoit le cadavre du jeune homme suspendu à un crochet de boucher en train d'être dépecé par Michel Lambin. Pour effacer définitivement toute trace de Farid Erajdi après son crime immonde, Michel Lambin jette tout bonnement ses restes aux cochons. La disparition du jeune délinquant est signalée aux autorités par sa mère. Mais le fait est qu'aux yeux des policiers, Farid Erajdi est en cavale. S'il a disparu, c'est donc tout simplement qu'il a définitivement réussi à fuir. Et sa mort barbare va entraîner celle d'un autre des criminels hébergés par Michel Lambin, Jean-Félix Leca, car ce dernier a assisté au meurtre cruel ainsi qu'au dépeçage de Farid. Mais Jean-Félix Leca, père de 2 fillettes, n'est pas un assassin. C'est un braqueur de banque qui n'a jamais tué personne. Et l'acte abominable commis par Michel Lambin le bouleverse, au point de l'en rendre physiquement malade. Cela ne passe pas inaperçu aux yeux du berger de Cossol, qui est convaincu que Jean-Félix Leca, trop sensible et en désaccord avec ce crime, va le dénoncer sous peu. C'est donc pour éviter ce risque que Jean-Michel Lambin abat Jean-Félix Leca pendant son sommeil. Tuer pour de l'argent, voilà le nouveau hobby de l'assassin qui se cache derrière l'image soignée et discrète du paisible éleveur de chèvres. Il n'hésite donc pas à jouer les tueurs à gages pour l'un des évadés de Draguignan qui s'était réfugié à la bergerie et qui par la suite est devenu un proche, Émile Fornassari, qui souhaite régler des comptes personnels sans se salir les mains. Émile Fornassari expose ainsi son problème à Michel Lambin. L'une de ses ex-petites amies a refait sa vie et entretient une nouvelle liaison avec un gardien d'école maternelle nommé Robert Ludy. Pour Fornassari, le simple fait que cette ancienne petite amie parle à un autre homme est déjà insupportable. Un sujet de frustration dans lequel Michel Lambin ne se reconnaît que trop bien, car par le passé, il a lui-même déjà tué un homme pour les mêmes raisons totalement absurdes. Robert Ludy, lui, mène sa petite vie avec bonheur, loin de se douter que son destin vient d'être tragiquement scellé par un homme qu'il ne connaît même pas. Le 6 décembre 2002, au soir, Robert Ludy s'installe derrière le volant de sa voiture après sa journée de travail. Avant d'avoir pu mettre la clé dans le contact, il est exécuté de 2 balles dans la tête. Son corps sans vie n'est retrouvé que le lendemain matin, lorsque sa sœur, inquiète de n'avoir aucune nouvelle, se rend à l'école maternelle et tombe sur sa voiture encore garée sur le parking. À l'intérieur, son frère gît à moitié sur le siège passager dans une mare de sang. Comme si cela ne suffisait pas, l'autopsie démontre que le gardien d'école n'est pas mort sur le coup, mais a agonisé pendant de très longues minutes avant de rendre son dernier souffle. L'enquête ouverte à la suite de ce meurtre ne permet pas de confondre le moindre suspect. Robert Ludy était un homme entouré, pompier volontaire, apprécié de tous ses collègues, et strictement aucun élément concernant sa vie privée n'aide les enquêteurs à comprendre pourquoi cet homme sans problème a été la cible d'une exécution semblable à celle que signent les criminels affiliés au grand banditisme. C'est l'incompréhension la plus totale pour les proches de Robert Ludy, mais aussi pour les enquêteurs. Il a été assassiné comme s'il s'agissait d'un règlement de compte, et c'est bien le cas. Mais jusqu'à ce que Nicole Rossi ne sorte du silence 2 ans plus tard, jamais aucun suspect ne sera appréhendé. Nous sommes à présent en juillet 2004, une semaine seulement avant que Nicole Rossi ne dévoile la face cachée du monstre de Cossol à la police judiciaire de Nice. Une connaissance du milieu contacte Michel Lambin pour une mission risquée, mais plutôt lucrative. Il s'agit de faire évader un détenu de la prison des Baumettes, un travail pour lequel il touchera 28 000 €. Un projet pour lequel le berger de Cossol devra faire équipe avec un partenaire. Les commanditaires le mettent donc en relation avec un jeune truand du nom de Jean-Yves Guéret. Mais pour Michel Lambin, cela signifie surtout que la somme de 28 000 € promise en récompense va devoir être partagée.
ce qui n'est pas franchement dans ses habitudes. Tard dans la soirée, Michel Lambin fait venir Jean-Yves Guéret à la bergerie, en trouvant un prétexte suffisamment important pour l'obliger à se déplacer sur l'instant. À partir du moment où Jean-Yves Guéret se gare devant le portail de la propriété, plus personne ne le reverra jamais vivant. C'est ce dernier meurtre dont parle Nicole Rossi lorsqu'elle annonce aux policiers que Michel Lambin vient encore de tuer. Et c'est bien le cadavre de Jean-Yves Guéret qui est retrouvé enterré sous 50 cm de terre, selon les indications de Nicole, les 2 pieds coupés. Ce détail interpelle fortement les policiers au moment de la découverte du corps. Ils interrogent Nicole à ce sujet afin de savoir si elle sait ce que Michel Lambin a bien pu faire des pieds de Jean-Yves Guéret, ce à quoi elle répond qu'il gardait souvent un souvenir de ses victimes, et qu'il lui arrivait aussi de manger certaines parties de leur corps avec de l'ail et des herbes. Cette affirmation est impossible à vérifier. Mais en tous les cas, à chaque fois que les policiers ont pu enquêter sur les détails donnés par Nicole, ils se sont avérés exacts, ce qui laisse penser que le personnage de Michel Lambin, cruel et sans le moindre remords, est plutôt fidèle au portrait brossé par sa compagne. Et puis, surtout, il manque les pieds. Si les meurtres ayant été commis dans les années 80 sont prescrits, Michel Lambin peut toutefois être jugé pour ceux de Jean-Yves Guéret, dont le cadavre a été formellement identifié, et de Robert Ludy. En ce qui concerne ce dernier, l'arme ayant servi à le tuer est retrouvée dans l'arsenal personnel de Michel Lambin. Il reste peu de place au doute dans ces 2 affaires. Mais des centaines de questions et de zones d'ombre pour les autres qui ne seront certainement jamais éclairées, faute de preuves. En mai 2009, le procès très médiatisé du berger de Cossol prend place sous haute surveillance. Depuis les révélations de Nicole Rossi, la presse s'est ruée sur cette histoire incroyablement morbide d'un berger tueur en série aux tendances cannibales. Le nom de Michel Lambin n'est plus inconnu pour personne, ou presque, et tout le monde attend avec impatience de connaître la sentence réservée aux monstres de la Côte d'Azur. Michel Lambin est d'abord jugé pour le meurtre de Jean-Yves Guéret, car l'instruction concernant l'affaire de Robert Ludy est toujours en cours à cette période. Cette fois-ci, pas de tour de magie. Michel Lambin ne peut nier les faits tant les preuves l'accablent. Il est condamné à purger une peine de 20 ans de prison pour l'assassinat de Jean-Yves Guéret. Puis est de nouveau jugé en 2017, cette fois-ci concernant le meurtre avec préméditation de Robert Ludy, le gardien d'école exécuté dans sa voiture. Lors de ce nouveau procès, Michel Lambin n'a plus rien à voir avec l'homme qu'il était il y a encore quelques années. Il est atteint d'une sciatique paralysante qui le diminue drastiquement et doit assister à son procès en position allongée dans un fauteuil médicalisé spécialement installé à cet effet. La peine prononcée pour le meurtre de Robert Ludy est plus sévère que la première prononcée pour celui de Jean-Yves Guéret. Michel Lambin écope de la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il s'agit là de la condamnation pénale la plus haute en droit français. Les fantômes du passé n'en ont toutefois pas encore terminé avec Michel Lambin, car en 2021, les familles de Farid Errajdi et Jean-Félix Lecas parviennent enfin, après un long combat, à faire renvoyer le berger de Cossol devant la cour d'assises pour ces 2 meurtres brutaux. Sachant que Farid Errajdi et Jean-Félix Lecas ont été assassinés en 2001 et que la loi française prescrit les faits après 20 ans, le temps était plus que pressant. Il ne restait que quelques mois avant que ces crimes ne soient eux aussi prescrits et que Michel Lambin échappe à ce dernier procès. L'avocat de Michel Lambin ayant cependant fait appel, la décision définitive n'a pas encore été rendue pour ces derniers meurtres. Mais en droit pénal français, les condamnations ne se cumulent pas. Autrement dit, il ne sera pas plus lourdement condamné que la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Nicole Rossi, pour sa part, n'a jamais été inquiétée que ce soit de complicité ou de non-dénonciation de crime. Même s'il reste compliqué d'admettre qu'elle ait gardé le silence pendant plus de 20 ans, seul son témoignage a permis de mettre un terme à la carrière sanglante du berger de Cossol, coupable d'au moins une dizaine de meurtres. Au moins, oui. Car comment être certain qu'un tueur de sang-froid tel que Michel Lambin est arrêté de tuer pendant cette longue période qui court de 1986 à 2001 ?
Peut-être découvrira-t-on un jour, cruellement, que le domaine du Bayou cache encore bien d'autres cadavres, et qu'il est en réalité loin d'avoir dévoilé tous ses sinistres secrets. Voici pour cette terrible affaire française, totalement unique en son genre. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez chèvre en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à dimanche prochain et je vous remercie de m'avoir regardé. Bye.